Bon, bonjour à tous, bon appétit pour ceux qui mangent. Bon, merci Benjamin pour l'invitation. C'est vrai que moi, ça me fait plaisir de partager donc, plus sur un thème en particulier, donc ça ne va pas être forcément trop technique, plus sur l'entrepreneuriat et la façon d'avancer sur son projet, alors qu'elle soit au stade juste de l'idée ou du stade je viens de créer et j'essaye de développer le projet. Déjà, dans un premier temps, qui ici souhaiterait ou a envie de créer dans les 3 à 5 ans qui viennent? D'accord. Il y a une petite partie, une bonne partie quand même. Et qui souhaite rejoindre, pareil, là, enfin, suite des études, une start-up plutôt qu'un grand compte pour travailler. Okay. Bon, c'est juste pour savoir, moi, donc sur la petite histoire pour me présenter, j'aime bien mettre cette photo parce que c'est vraiment le début d'une aventure et tout entrepreneur qui commence une activité commence par ce qu'il peut, ce qu'il a. Alors, moi, j'étais sorti d'études, j'ai fait l'ITEM, je ne sais pas si vous connaissez, une formation juste à côté qui dépend de l'école centrale de Lille et qui est couplée avec le schéma de l'école supérieure de commerce. Et donc il y a un peu plus d'un an, je me suis lancé en stage de fin d'études donc sur la création de mon projet ColiWeb. J'étais tout seul donc pour le stage de fin d'études et puis on se retrouve donc du jour au lendemain devant sa feuille blanche à se dire, ça faisait déjà 3-4 mois que je travaillais un peu sur l'idée déjà pendant ma dernière année d'études et je me suis dit, bon, ok, quand je suis arrivé à 100% pendant le stage, sur le projet, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et alors, j'avais pas mal de choses à faire finalement, mais je me suis fixé un axe, c'était de rencontrer au minimum une personne par jour pour, d'une part, me faire challenger sur l'idée et d'autre part, enrichir le réseau, parce que c'est vrai quand on est étudiant ou on n'a pas forcément le réseau d'un patron, d'un salarié qui a déjà 10-15 ans d'expérience. Donc c'est vraiment ouvrir son réseau en parlant de l'idée et en allant voir différents acteurs. Ça pouvait être des entrepreneurs, des transporteurs pour ce qui concerne mon projet, mais tout type de personnes qui étaient liées un peu à l'entrepreneuriat ou dans un environnement lié au projet qu'on souhaite créer. Et donc voilà, en quelques mots, et après en 2 mots sur ColiWeb, donc la société que j'ai créée donc en janvier 2013, ça fait un peu plus d'un an que je travaillais dessus. On est rentré dans l'incubateur de la technologie. Je reviendrai après sur les processus justement d'accompagnement quand on crée une structure. Et j'ai pu m'associer à travers différentes rencontres en fait, notamment via des startup week-ends. Des start-upers là, qui en sortent de ce week-end. Je ne sais pas qui a fait le startup week-end, il y a toi, Benjamin, vous êtes 2, c'est ça? Et donc c'est à travers le startup week-end que j'ai pu rencontrer aussi pas mal de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat et que j'ai pu m'associer ensuite avec un entrepreneur lillois qui a 28 ans, qui a déjà sa société WideUp, une société de développement informatique spécialisée vers tout ce qui est développement agile et sur la technosymphonie. Et lui apporte vraiment la compétence commerciale et moi la compétence beaucoup plus fonctionnelle et finalement faire l'intermédiaire entre le développement de la solution technique qui est notre cœur de métier chez ColiWeb avec la partie vraiment la relation client et le besoin client. Donc ColiWeb c'est parti d'un constat simple, mais qui aujourd'hui le web évolue beaucoup, très vite. Finalement, il y a une chose qui n'a pas ou peu évolué, c'est la livraison. Bon, on attend encore en moyenne 48 à 72 heures son colis. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'intégrer directement sur les sites marchands une solution de livraison, donc en moins de 2 heures ou sur rendez-vous, qu'on affiche uniquement pour les personnes concernées. Et pour répondre à cette promesse, on s'appuie sur le stock présent dans les boutiques physiques des enseignes. Voilà, pour un petit exemple, on a travaillé avec Etam Lingerie pour s'occuper de la livraison en moins de 2 heures le jour de la Saint-Valentin. Ça a plu à pas mal d'hommes pour dépanner le soir même. Et voilà, donc c'est une solution qui est principalement tech, où notre cœur de métier, c'est de développer une API qui permet en temps réel de se connecter, se plugger sur les sites marchands, les sites mobiles,
et également en temps réel de se plugger à une place de marché de coursiers locaux en vélo, moto, voiture pour pouvoir livrer le plus rapidement possible. Donc c'est un coursier professionnel qui vient retirer votre article, votre commande dans la boutique la plus proche de chez vous et vous le livrer le plus rapidement possible. Donc voilà en quelques mots sur le projet. Et donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on travaille dessus. Et donc là le projet est en activité et depuis on est toujours basé à Aura Technologies. On est sorti de l'incubateur maintenant et on est passé dans l'accélérateur de start-up. On a toujours un accompagnement pour la création, pour trouver des financements, pour l'aspect plus juridique et autres. Donc il y a différentes facettes. Voilà en quelques mots. Si il y a des questions ou des interrogations pendant toute la conférence, le but c'est que ce soit vraiment interactif, qu'on soit plus là en discussion et que vous ayez quelque chose à retenir finalement de l'heure dans laquelle on va discuter. Après moi j'ai plus des slides mais qui servent de support en fait pour vraiment illustrer ce qui s'est passé depuis le début du projet. Et alors ça c'est vraiment pour moi le plus important, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, de plus en plus de personnes qui souhaitent se lancer dans la création parce que voilà, pour diverses raisons, c'est à chaque fois sur des profils différents, il n'y a pas un profil d'entrepreneur particulier, ça peut être à la fois des personnes qui viennent du monde juridique, d'autres commerciales, d'autres techniques, et donc il y a vraiment tout type de profil. Mais finalement il y a un point commun dans la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est justement la dynamique qu'on impose à rencontrer les personnes et à parler du projet finalement. Il y en a beaucoup qui disent voilà, on est confronté à la confidentialité d'un projet, on est confronté à pas exposer sa stratégie parce que ça peut être dangereux, on peut être copié et autres. Et finalement, moi j'ai eu un copain qui est entrepreneur qui m'a dit écoute Rémi, est-ce que tu sais combien de personnes, il y a de pourcentage de personnes qui passent de l'idée, la simple idée de se dire bon allez, je vais créer, j'ai telle idée, à un projet où ils se lancent vraiment à temps partiel ou à temps complet sur le projet quoi. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du pourcentage? 16%. Comment? 16 ou 8? C'est pas mal, ouais. On est à 10%. On est à 10% des personnes donc, qui passent de l'action à se lancer dans le projet entrepreneurial. Quoi. Donc, ça fait déjà plus beaucoup. Quoi. Donc, sur toutes les personnes qu'on rencontre, il faut que déjà elles aient la même idée que nous et que pour que ce soit, que les infos qu'on lui dise finalement sont trop confidentielles pour qu'on puisse échanger avec elle. Donc il faut déjà qu'elle ait le même projet que nous et qu'en plus elle se lance dans le projet. Après, est-ce que vous savez par rapport au nombre de projets qui se lancent, combien il y a d'échecs et combien il y a de succès? 75% d'échecs et 25%. Il y a connaisseur. C'est ça. On est typiquement dans les 75% d'échecs et 25% de personnes qui réussissent. Et réussir, ça ne veut pas dire réussir à la Facebook non plus, c'est réussir à avoir une activité qui peut être rentable ou stable, mais qui vit, c'est une activité qui vit encore après 3 ans, après la création de la société. Donc si on fait le schéma, sur 1000 projets, finalement, sur 1000 personnes qu'on peut rencontrer, il n'y en a que 25 qui vont être sur un projet qui va réussir. Et donc si on rencontre des personnes, il faut qu'elles aient la barrière déjà de se dire il faut qu'elles passent au projet entrepreneurial et en plus il faut qu'elles réussissent. Et à côté de ça, l'avantage qu'on a de rencontrer une personne, c'est que ça va permettre d'avoir un retour mais pertinent sur son projet et ça permet souvent, moi je le vois dans plus d'un rendez-vous sur 2 que j'ai pu faire, ça permet d'avoir des opportunités, finalement une vision sur un projet qui est différent, c'est-à-dire que nous par exemple on a créé suite à des rencontres le colis boutique, c'est-à-dire qu'on vient non pas acheter, on dispose du service colis web finalement de livraison sur rendez-vous en moins de 2 heures, directement en boutique, c'est-à-dire si j'arrive chez Nicolas, que j'ai une caisse de vin à retirer
mais que je repars en métro, tout ça, mais que j'ai envie de continuer de me balader dans la ville, finalement, on me le livre sur rendez-vous le soir et c'est directement accessible en boutique. Et ça, c'est suite à des rencontres, le mec me dit, bah, fais-le en boutique, ça va cartonner aussi. Et donc voilà, donc c'est suite à ces rencontres, ça ouvre les opportunités. Et en plus des opportunités, ça permet aussi de voir des risques. C'est-à-dire qu'on rencontre des experts aussi dans le domaine. Plus on avance dans les rencontres, plus c'est pertinent parce que notre problématique s'affine. Et donc on va rencontrer des personnes qui vont répondre de plus en plus précisément sur cette problématique. Et ça permet justement de vraiment rendre pertinent et de voir des risques qu'on n'aurait pas vus aussi. Et donc ce qui permet finalement de défendre son projet commercial. Tout à l'heure j'entendais c'est toi qui parlais, on sait faire de la technique et tout ça, mais on ne sait pas forcément le commercialiser. Un entrepreneur au départ, il ne sait pas forcément ce qu'il va commercialiser, il doit juste bien connaître son produit, bien connaître son marché, les acteurs à qui il doit le vendre. Et après, finalement, alors il y a quelques techniques pour commercialiser, mais tant que le projet n'est pas industrialisé et que la plus grande force, ça va être l'entrepreneur qui connaît son produit pour le vendre en fait. Donc c'est-à-dire que tout entrepreneur qui lance son projet est capable de bien vendre son projet. Et pour bien le vendre, il faut passer par des rencontres où on se prend des douilles. C'est-à-dire que moi encore aujourd'hui, on voit des personnes qui nous mettent des tacles en disant mais non, mais là tu te trompes complètement. Et donc on revient chez nous, on a le moral à zéro parce qu'on se dit putain c'est pas du tout ça qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que j'aille vendre des bananes, faire de l'export de bananes Martinique, ça serait beaucoup mieux. Et puis hop, une bonne nuit, c'est reparti, et là ça redonne du peps pour pouvoir avancer. Et donc c'est jamais rester seul, c'est toujours se confronter à une personne qui est inconnue ou qu'on connaît de loin et qui va nous aider justement à nous donner cette dynamique pour avancer dans le projet. Donc pour moi, c'est la plus grande valeur d'un projet entrepreneurial, c'est cette rencontre finalement. Alors ça paraît peut-être simple, mais moi au début j'ai dû sortir de ma ma zone de confort où je devais appeler des personnes que je ne connaissais pas au départ, en leur disant bah, voilà j'ai un projet. Alors au début on fait un peu le timide tout ça, sauf qu'on a l'avantage quand on est jeune, sorti d'études et tout ça, que les personnes sont souvent agréablement surprises et elles veulent aider. Et moi dans l'ensemble des rencontres que j'ai faites, c'est à l'unanimité, c'est un caractère humain. Les personnes veulent vous aider. C'est-à-dire qu'elles sont là, on parle des problématiques du projet, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler, tout type, que ce soit de la stratégie, du business model ou autre. Et la personne veut vraiment vous aider parce que c'est humain, et parce qu'elle se sent impliquée dans la demande que vous avez faite à la rencontrer. Et donc elle va chercher dans son réseau généralement 1 à 2 personnes très pertinentes, même si elle ne peut pas forcément répondre à la problématique que vous exposez. Elle va chercher dans son réseau 1 à 2 personnes que vous pouvez contacter par l'intermédiaire de cette personne. Et comme ça, ainsi de suite, ça fait boule de neige. Donc on arrive à avoir des contacts de plus en plus pertinents, de plus en plus importants aussi. C'est-à-dire qu'après, on va commencer à rencontrer des dirigeants de sociétés auxquels on n'arriverait pas à avoir accès si on n'avait pas rencontré la première personne qui nous a mis en relation avec la deuxième personne et qui ensuite nous a mis en relation avec ce dirigeant. Et on arrive en final à avoir un réseau qui est super qualitatif. Et puis au fur et à mesure des rencontres, on se forge vraiment un discours commercial. Et donc on est prêt finalement à rencontrer ces dirigeants, à rencontrer les personnes justement influentes. Et c'est comme ça qu'on se construit finalement son âme d'entrepreneur aussi. Et encore plus quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément de réseau et d'expérience comme je le suis encore aujourd'hui, même après les études. Au final, moi maintenant, et c'est en m'associant aussi que ça m'a boosté aussi sur cette voie-là, c'est que j'ai aucune limite dans les personnes que je souhaite contacter. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le DG de la Poste si c'est intéressant, ça va peut-être demander 3 ou 4 contacts avant de pouvoir le rencontrer parce qu'il faut être mis en relation et autres. Mais si c'est pertinent pour nous, il faut y aller. On se fixe un objectif à peu près dans le temps, même si c'est toujours difficile. Et on se donne les moyens de rencontrer. Mais surtout, donc, finalement, le mot d'ordre, c'est pas avoir peur de parler de son idée, parce que finalement, on apprend beaucoup plus d'une rencontre que de rester seul à se dire c'est confidentiel et on va avancer
comme sur l'image d'avant, on va avancer un peu tout seul et finalement s'isoler. Voilà. Aujourd'hui, je connais encore aucun exemple de personne qui arrive dans son garage tout seul, même s'il y a des histoires américaines qui le racontent comme ça. Au final, il y a toujours des hommes de l'ombre qui aident beaucoup aussi à côté. Voilà. Et là, après, donc c'est... J'aime bien citer deux exemples. Alors, c'est un prof de l'EM Lyon qui... Alors, je reprends ces exemples. Qui m'a appris ces exemples-là, donc avec l'histoire de Compaq, qui est créée en 1986. Donc là, c'est à l'américaine. Ils arrivent à trouver des financements de 20 millions d'euros. Donc Compaq, je pense que tout le monde connaît la marque, donc matériel informatique. Et ils trouvent un financement de 20 millions d'euros. Un an après, ils arrivent à faire un CA de 100 millions de dollars, pardon. Ils arrivent à faire un CA de 100 millions de dollars. Alors là, c'était des managers expérimentés et des entrepreneurs qui se sont mis sur le projet, qui ont dessiné un business plan béton. Ils se sont dit, on va attaquer ce marché-là, et ça a marché. Ça a marché, et je mets le cas du fait que ce soit un cas hors norme. C'est des belles histoires, mais qui sont réellement pas la réalité de l'entrepreneuriat, des projets qui marchent. Parce que quand on regarde d'autres projets comme Walmart, par exemple, Walmart, c'est le géant américain de la distribution, alimentaire notamment, et pas que. Ils font donc 470 milliards de chiffre d'affaires en 2012. Je ne sais pas si nous on arrive à en faire 0,1% avec l'UM, c'est un rallye, genre. Et à côté, donc c'est la deuxième plus grosse boîte société aux États-Unis. C'est le premier employeur mondial avec 2 millions de personnes, de salariés qui sont employés chez Walmart. Et donc la société s'est faite en 1950 par Sam Walton qui a créé une boutique dans une ville aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, dans un quartier plutôt pauvre où il vendait tous ses articles à $1. Donc voilà, il a commencé comme ça. Et finalement, il a mis 20 ans pour construire et évoluer son modèle et construire Walmart, qui aujourd'hui est un empire mondial incontestable. Et il a mis quand même 20 ans à faire germer son idée. Et tout ça, il l'a fait en écoutant simplement les clients qui venaient le voir et adapter et être toujours dans l'action. Donc là, il y a 2 points à retenir finalement, c'est qu'il faut être sur le marché, c'est-à-dire il faut être actif, il ne faut pas seulement être derrière son ordi à faire des belles presses et à faire des beaux PPT qui va expliquer comment on va faire. Il faut juste partir de quelque chose, à se dire ok, au moins on se met en confrontation avec des utilisateurs qui vont prendre connaissance d'un premier service et puis après enchaîner. Donc là, je ne sais pas si vous avez peut-être eu déjà des conférences sur Lean Startup ou la méthode Lean Startup qui est que moi je recommande à tous et encore plus quand on est dans le domaine technique, développement informatique, parce que c'est vraiment l'idée de commencer par un produit minimum viable, donc vraiment une preuve du concept de l'idée qu'on veut amener pour pouvoir la développer et la développer juste avec l'avis des clients en fait, qui vont apporter des fonctionnalités, enfin des idées de fonctionnalités. D'ailleurs, je parlais du colis boutique, c'en est une par exemple, et qu'on va développer en fait à la demande des clients. Et ça va construire un peu d'une part la communauté autour de la marque et d'autre part le produit. Ça va se construire, se solidifier, et puis c'est comme ça qu'on arrivera plus facilement aussi à trouver des financements parce que c'est du concret. Alors que quand on est sur des jolis PPT, on n'est pas aux États-Unis non plus, donc c'est plus dur de trouver des financements pour pouvoir avancer, se concentrer, avoir du cash et se concentrer sur l'avancée, le développement du business. Quoi. Et alors ça c'est plus sur une fois qu'on a justement commencé à avoir sa preuve de concept et commencer à avoir des premiers clients, des premiers retours clients. Il y a un moment donné où on est obligé de se construire aussi une identité, c'est-à-dire qu'on va toujours rencontrer des personnes, sauf que plus on va avancer, plus ça va être stratégique ensuite de parler. C'est pour ça que les grands comptes ne parlent pas de leur stratégie forcément future, de leurs projets qui sont dans les vagues de recherche, développement, d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de confidentialité. C'est que plus on va grossir, plus on a
on a besoin d'avoir un fil rouge, en fait, un fil conducteur pour pouvoir avancer. Ça, c'est le fil conducteur sur lequel on peut, qui est assez général, mais sur lequel on peut discuter avec quelqu'un et ça va peut-être ouvrir des opportunités. Mais j'aime bien quand on parle j'aime bien parler quand on parle de vision, justement. C'est-à-dire, on a une vision à 100 mètres, c'est le sprint. Qu'est-ce que je dois faire là dans l'année pour pouvoir avoir atteint des objectifs, d'être, je sais pas, d'être la référence, que sur 100 personnes qui utilisent Colliweb, quand on leur pose la question c'est quoi la référence de la livraison instantanée, il y en a 90 qui répondent Colliweb. Donc ça peut être des objectifs qu'on se fixe assez concrets sur le premier 100 mètres. Donc se positionner aussi par rapport à des concurrents ou d'autres objectifs. Et à côté, être vraiment boosté par donc la vision plus marathon, qui est beaucoup plus lointaine. Sur Colliweb, on utilise par exemple pour redonner de la force en fait, et du pouvoir au commerce de proximité. Donc c'est beaucoup plus général, mais derrière ça va parler à des personnes avec qui on va pouvoir discuter, rencontrer encore une fois. Et donc c'est se structurer sur cette vision en 100 mètres où on n'a pas peur finalement d'en parler parce que c'est de l'opérationnel et on est en plein dedans. Et donc quand on va en discuter, ça va nous permettre de prendre un pas d'avance. Et après sur les projets futurs, on en parle à certaines personnes parce qu'on sait que c'est stratégique aussi. Donc on va développer plus ou moins en fonction des rencontres qu'on fait. Et donc voilà, une fois que la création est faite, donc au niveau de l'idée, ne pas avoir peur de parler de l'idée et du business model et autres. Et une fois que ça commence à être créé, qu'on commence à avoir du premier client, utilisateur, c'est vraiment scinder ce que je vais faire dans l'année et ce que je vais faire, ce que je veux donner comme vie au projet. C'est vraiment, vraiment là-dessus qu'il faut insister. Alors, je mets 2 références de conférences. Je vous conseille pour tous ceux qui veulent créer ou même ceux qui ne veulent pas créer. C'est 2 personnes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx. C'est des petites conférences de 15 minutes environ et qui viennent avec des entrepreneurs ou pas qui viennent parler d'un sujet en particulier. Le premier, donc, c'est Ernesto Siroli qui parle justement de savoir écouter la personne. Alors ça généralise sur l'humanitaire ou autre, mais le message à retenir quand on est en création et qu'on écoute sa conférence, c'est de se dire, on ne cherche pas, quand on rencontre quelqu'un, on ne cherche pas à convaincre la personne d'acheter son produit, parce que quand je vais voir que ce soit des transporteurs ou même un entrepreneur qui a, vous avez bien rencontré par exemple les Kotaco, je crois, qui est venu à la conférence, à une des conférences avant. Si je ne le connaissais pas avant d'avoir créé, pourquoi pas, je serais allé le voir parce qu'on a des synergies dans le développement de notre solution et puis c'est toujours intéressant de s'ouvrir l'esprit auprès d'autres entrepreneurs. Et donc quand on parle avec lui, il n'est pas forcément intéressé par notre modèle, donc ça ne sert à rien de le convaincre sur notre modèle, c'est juste en parler objectivement et d'avoir son retour. Et pour avoir son retour, le plus simple, c'est de le questionner et de l'écouter. Donc ça, c'est le message vraiment qui explique très bien de savoir se taire au final quand... moi, j'aime bien parce que c'est un de mes défauts aussi, j'aime beaucoup parler et je réfléchis en parlant aussi. Alors après, c'est peut-être moins votre cas, mais je sais pas, après chacun c'est l'habitude, mais je sais que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris parce que c'est dans le plus riche en fait, c'est savoir laisser parler l'autre qui connaît votre projet, qui va le commenter forcément et essayer de vous aider. Et ensuite, Simon Sinek qui parle, alors ça c'est plus pour communiquer sur son projet et sur la vision, on parlait du 42, du marathon finalement, qu'on est en train d'entamer, donc c'est, il parle en France, quand on décrit notre projet, on parle souvent du comment et du quoi. C'est-à-dire comment je vais réaliser la livraison en 2 heures et quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est et à qui je m'adresse, et on est toujours dans l'esprit un peu rationnel. Et quand on écoute un peu le discours des politiques ou des sociétés qui marchent, et notamment Apple, c'est pour ça qu'il reprend
L'exemple, c'est que souvent ils viennent parler du pourquoi. Et le pourquoi, ça vient, pourquoi j'ai créé, j'ai créé Colliweb, ou pourquoi on souhaite faire de la livraison 2 heures, et ensuite on vient parler du comment, et ensuite on vient parler du quoi. Et en partant du pourquoi, ça va toucher en fait à la zone émotion du cerveau, et ça va toucher beaucoup plus la personne, et ça va être beaucoup plus vendeur en fait, et attractif pour pouvoir vendre un projet. Ça, je vous l'ai résumé de manière médiocre, mais le plus simple, c'est d'écouter ces 18 minutes de conférence qui sont pertinentes, justement dans la façon de communiquer sur son projet et de réfléchir à cette question pourquoi, et ça va donner du sens aussi au projet, quoi. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas à peu près combien de temps parce qu'on a une demi-heure sur vraiment les échanges que je voudrais apporter par rapport à vos questions et puis après revenir sur des détails peut-être plus précis, par exemple sur l'accompagnement qu'on a à la technologie, le fait de passer par un incubateur. Donc voilà, c'est vraiment pour laisser ouvert à vos questions, et sinon j'ai encore pas mal de choses à dire, je pourrais ouais. La première fois que vous avez rencontré un client de la feuille blanche jusqu'au client, ouais. La démarche que vous avez faite, c'était quoi? Alors ça s'est fait assez simplement, dans le sens où j'avais une idée de comment j'imaginais la solution Colliweb au sein d'un site marchand. J'ai pris des petits logos avec des imprimes écran d'un client. C'était notamment un site lillois qui vend des kitesurf, du matériel nautique. J'ai pris des imprimes écran de son site. Je dis, voilà, on peut avoir un plugin. Alors pour le coup, il était sous Magento, ça parle. Et on n'avait pas encore de plugin développé sous Magento, on n'avait pas encore notre API qui fonctionnait. C'était juste dessiné fonctionnellement. Et j'ai été le voir pour dire, voilà, il y a ça qui pourrait fonctionner sur votre site comme ça. La valeur ajoutée de notre service, c'est que ça va vous permettre d'augmenter vos ventes, de fidéliser les clients. Enfin voilà, je lui ai dit un peu les axes que j'y voyais en termes de valeur ajoutée. Et après, il m'a dit, ok, ça coûte combien? Et comment? Vous êtes rentré en fait comme ça dans le mode bonjour. Alors on appelle ensemble, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur des démarchages d'appels, on téléphone. Alors comme c'est des petits sites, on demande le responsable e-commerce ou le responsable de la boutique, et c'est juste du démarchage. Alors même j'aurais pu aller en boutique directement, mais on fait ça par téléphone, par mail, mais par mail c'est moins efficace. Et alors c'est toujours compliqué au départ de prendre le téléphone, d'expliquer. Moi j'ai mis longtemps aussi à être à l'aise parce qu'en plus le projet n'est pas toujours simple à expliquer, parce que c'est un projet nouveau. C'est pour ça que c'est super intéressant de parler, pas directement aux clients, mais de parler à des entrepreneurs pour parler du projet, parce qu'on va se forger un peu le discours aussi commercial. Et puis on va surtout avoir les questions basiques que tout le monde pose sur le projet. Comment vous faites ça, quel prix ça peut coûter, est-ce que vous faites le satisfait remboursé, et puis finalement on a un peu toujours les mêmes questions. Tout ça il faut savoir le traiter, c'est-à-dire que quand je rencontrais une personne, après il y avait toujours un temps de résumer en fait des questions qu'il avait pu me poser, de comment j'y avais répondu, et puis essayer de retravailler ces réponses, retravailler à chaque fois. Et puis à la fin on a une base de données de 50 questions qu'on a à chaque fois à tous les coups sur un rendez-vous, et comme ça on vient piocher, et puis par habitude on les connaît. C'est un automatisme, c'est-à-dire qu'on a une question, on est réactif, et c'est comme ça qu'on arrive à parler de son projet facilement et de manière réactive. Et donc, ouais, c'est par téléphone. Ouais. Question. Alors moi, ça concerne plus l'incubateur. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est parce que tu avais déjà quelques clients quand tu es rentré en incubateur? Alors, ouais, pas du tout. Je suis rentré, j'ai commencé mon stage de fin d'études en mai. J'avais rencontré des transporteurs plus dessinés un peu architecture globale, et j'avais parlé à certains sites web, mais qui n'étaient pas forcément des clients. Et
Et donc l'incubateur, donc nous on est rentré à l'incubateur d'Aura Technologies, après il y en a d'autres qui existent, notamment à Lille. Et en fait, on les rencontre, ils ont des questions assez... ils viennent tous te challenger sur pourquoi tu crées et c'est quoi un peu tes objectifs à terme de la création. C'est quoi la vision que tu apportes justement, qu'est-ce que tu veux amener, qu'est-ce que tu veux révolutionner un petit peu. Et ils viennent te challenger un peu là-dessus et par rapport à ta personne, c'est-à-dire ton profil. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré en fait dans l'incubateur dans la technologie. Et ensuite donc on se retrouve dans l'open space. Il y a 2 open space avec une quinzaine de projets à peu près. Et ça a vraiment été un booster, un accélérateur pour pouvoir avancer sur le projet, parce que tous les jours déjà tu rencontres du monde que tu connais peut-être, mais au moins tu rencontres du monde avec des porteurs de projets qui peuvent avoir 40, 45 ans comme d'autres qui ont 24 ans comme moi. Il y en a qui sont issus du domaine plus juridique, d'autres de financier, d'autres très commercial, d'autres très techniques. Et donc dès que tu as un problème ou une petite question ou autre, tu vas aller leur poser la question facilement parce qu'il y a la pause café, tout ça, il y a super convivial, et il y a un esprit d'entraide aussi. Toi, tu leur apportes on est tous un peu spécialisés ou à l'aise sur un des domaines. On leur apporte quelque chose quand ils en ont besoin, ils nous apportent quelque chose. Donc ça a vraiment été un booster pour avancer sur le projet. Mais j'avais pas de clients, la société n'était pas créée. J'étais pas associé quand j'étais rentré au tout début dans l'incubateur, je me suis associé en cours. Et il y en a qui vont passer 3 mois et demi, 4 mois dans l'incubateur, d'autres 1 an. Vraiment en fonction du projet, du degré de maturité du projet. Et donc il n'y a pas de chemin tracé pour ceux qui rentrent en incubateur. Et tu dis, on est rentré dans l'incubateur, tu n'étais pas tout seul en fait. Je dis on parce que je suis rentré tout seul au tout début. Et 1 mois après, je m'étais associé avec actuellement Damien Graal et aujourd'hui on est 3 dans la société. Il y a Damien et on a Yann, notre responsable technique en fait, qui a 36 ans, qui a déjà cofondé une société aussi et qui est en charge de toute la partie architecture et développement web. Donc, mais au tout début, si j'étais seul dans l'incubateur. Je dis on parce que tout seul, j'en sais encore ma feuille de papier. Et même je voyais un reportage aussi, même des Henry Ford, où on dit c'est le fondateur de l'entreprise Ford, il a créé le travail à la chaîne et autres. Ils sont 2 à l'avoir fait. Sauf qu'on ne parle jamais de son associé, et c'est caractéristique de pas mal de sociétés. On n'est jamais seul à créer, et il y a toujours des personnes qui sont à côté de nous pour avancer sur d'autres domaines. Ouais. Est-ce qu'il y a des contraintes dans un incubateur, dans une structure d'aide, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte, si on échoue, est-ce que ça marche pas? Alors, j'ai envie de dire, il y a certaines règles, mais je n'utiliserai pas le mot contrainte parce que c'est justement fait pour nous aider. C'est-à-dire qu'on est challengé aussi, généralement en fonction des incubateurs, mais on est challengé sur le projet, c'est-à-dire qu'on fait des points réguliers d'avancement sur le projet. Mais c'est ce qui va nous pousser, alors pas comme à l'école, mais c'est voilà, il y a quand même des personnes, des professionnels qui viennent nous challenger pour pouvoir voir l'état d'avancement du projet et si ça stagne, à trouver pourquoi. Et ça va être si ça stagne de trop, vraiment, c'est l'incubateur, ça ne veut pas dire que l'ensemble des projets sont créés à la sortie de l'incubateur. C'est vraiment une phase où ça permet justement de passer à cette phase de rencontre, de forger son... Ouais. La question, c'est juste par exemple, quand on crée un certain type de société, il y a des pénalités si on veut l'arrêter, ou est-ce que c'est pareil pour les incubateurs? Est-ce qu'il y a, genre, si jamais le projet fait un échoue, ou si simplement on a d'autres projets qui viennent et qui veut changer, est-ce qu'il y a des... Ouais, non, t'es pas lié. Alors après, il y a certains incubateurs qui
ont peut-être des règles un peu plus spécifiques, mais pour ceux de la région, tu rentres et si tu n'arrives pas à continuer ton projet, tu pars et puis voilà, ça s'arrête là. Et si tu veux changer de projet en cours, ce qui est possible, alors après tu peux pivoter sur, sur un autre projet qui peut être complètement différent, et dans ces cas-là, il faut aussi reconvaincre l'incubateur à continuer à te garder dans leur structure. Mais tout est imaginable. C'est vraiment une phase où ils savent d'ailleurs que il y a une majorité des projets qui évoluent finalement et qui ne sont pas finalement ce qui a été décrit au tout début quand ils sont rentrés dans l'incubateur. Et il y en a qui arrivent vraiment sur une feuille blanche et qui viennent, parce qu'ils ne sont pas à temps complet aussi dans l'incubateur, donc qui viennent à temps partiel, 2 jours par semaine, pour pouvoir avancer sur leur projet. Et c'est vraiment un lieu où ça permet de se poser, de travailler sur son projet et d'être en dehors aussi de chez soi, parce que c'est vrai que ceux qui ont peut-être lancé, je ne sais pas, une activité en plus des cours ou autre, et travailler chez soi, c'est pas toujours très simple. Et encore plus quand on est à 100% du temps et qu'on travaille chez soi, il y a un moment donné, on est obligé de couper, quoi, d'avoir... ouais. T'as fait combien de stages avant de commencer ton entreprise? J'ai fait 3 stages. Et dans des milieux super divers, que j'avais fait vendeur à la FNAC pendant 2 mois, j'avais travaillé chez ThyssenKrupp Ascenseur en tant qu'assistant ingénieur d'affaires, et j'ai travaillé 8 mois en Malaisie dans une chaîne d'hôtel, dans un hôtel de luxe où le but c'était de mettre en place tout le département de qualité de l'hôtel. C'est vraiment passé par différentes phases, mais ce qui m'a fait dire qu'en stage de fin d'études, je voulais vraiment aller dans la création, c'est que dans chacun des stages, alors les 2 premiers, où c'était plutôt des grosses structures, j'ai été frustré par le fait de se dire il faudrait lancer ça comme projet, il faudrait lancer ça comme projet. Mon tuteur qui me dit oui, tu as raison. Et finalement, c'est bloqué parce que derrière, il faut que ça passe en comité de direction. Il y en a pour 1 an avant qu'ils acceptent de réfléchir à mettre en place ce projet. En fait, c'est super long à mettre en place. Dès qu'il y a une action qui se dit un peu plus innovante et qui va faire bouger un petit peu les choses et les économies. Ça m'avait frustré, c'est pour ça que je voulais aller plus me tourner vers de la PME, de la start-up ou alors créer quelque chose. Et puis après mon stage en Malaisie où j'ai rencontré 3 entrepreneurs qui m'ont coaché aussi et qui m'a un peu dégrossi le fait de me dire mais la création de toute façon c'est assez simple, tu te lances. Quand on est sorti d'études, on ne pas depuis 5 ans, ça ne nous dérange pas d'en bouffer encore pendant quelques années. Et puis voilà, quand on est. L'avantage qu'on a quand on est sorti d'études, il y a certes des inconvénients sur le monde d'expérience, mais c'est juste qu'on a un dynamisme qui est peut-être plus ancré que, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais de ceux qui sortent après 20 ans d'expérience, qui ont leur salaire, qui ont un rythme de vie aussi qui est peut-être moins en décalé que celui qu'on a sorti d'études. On est un peu foufou, on va avancer sur le projet, et donc le but c'est d'aller toujours plus vite quand on crée. Donc ça c'est une grande chance. Et la deuxième chance, c'est quand on veut rencontrer les gens, ça permet aussi de rencontrer peut-être plus facilement parce qu'ils veulent nous aider, quoi. Et ce manque d'expérience, est-ce que ça t'a vraiment freiné ou je suis de nature optimiste, donc non. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut savoir senioriser certaines relations ou certains rendez-vous. Après, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tout seul. Derrière, on a aussi des personnes qui ont de l'expérience et qui viennent nous recadrer dans certains points. Après, c'est apprendre ou à laisser aussi. Hein, c'est toujours dans cette... mais ça ne m'a pas forcément desservi parce que... le plus simple après c'est d'être pragmatique et de parler des chiffres. Donc quand on vend la solution Coliweb ou autre, c'est dire voilà on a telle expérience de réaliser avec que ce soit les cafés Méo, les calibrageries ou autre, ça a donné ça comme résultat et puis après on discute plus des chiffres du projet en tant que tel et donc on oublie un peu la personne de 24 ans qui peut expliquer le projet. Mais c'est important aussi de construire un peu un comité de sages entre guillemets qui permet même quand on a 40 ans, c'est la même chose qui permet d'avoir un regard un peu
externe que celle qu'on a en ayant la tête dans le guidon, à toujours penser au projet nuit et jour. Et c'est bien d'avoir des gars qui, enfin, hommes ou femmes, mais qui prennent du recul sur le projet et qui, on se voit une fois par mois, qui nous challenge. Oui. On peut vous trouver où? Alors on est, là le site est moyennement mis à jour puisqu'on a les cafés Méo là sur le site les cafés Méo pour desservir la métropole lilloise. On a Vixen, c'est une enseigne de lingerie aussi à Paris. Et là on va être prochainement sur 4 sites, notamment Macway, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est matériel informatique, donc pour Paris et Lyon, parce qu'ils ont des boutiques à Paris, Lyon et Strasbourg. Et là on discute avec plusieurs enseignes grands comptes, notamment Etam avec qui on va retravailler. Et donc aujourd'hui on est vraiment, en allant sur le site Colliweb, enfin c'est plus en nous suivant sur Facebook et Twitter, en s'inscrivant à la newsletter que vous aurez les news des nouveaux partenaires. Et voilà. Et aujourd'hui on est présent dans un réseau de transporteurs dans 8 villes de France pour pouvoir livrer. Après il faut que les magasins soient dans la ville pour pouvoir desservir, proposer le service. Ouais. Est-ce que c'est une vraie importance que les gens suivent sur Twitter, sur Facebook? Ça dépend de deux choses, je pense. Il y a la première, c'est l'importance qu'on veut donner à la communauté. Nous, c'est vrai qu'on l'a créé. Aujourd'hui, on ne développe pas encore beaucoup la communication sur les réseaux sociaux. Après, il y en a qui, dès le départ, investissent et mettent beaucoup de... pas forcément d'argent, mais beaucoup de temps finalement passé sur cette gestion de communauté. Et je pense que ça joue, ça va dépendre de la stratégie. Si on a une stratégie très en relation avec l'internaute final, ouais, si, ça joue. Après, je ne suis pas forcément expert dans le milieu. Après, ça permet d'avoir un lien qui est assez interactif, notamment dans la livraison où on cherche à améliorer l'expérience d'achat. C'est un peu notre leitmotiv aussi, avec du zéro frustration. Si jamais il y a un problème sur une livraison, ça va être le moyen peut-être le plus pratique et le plus rapide pour pouvoir communiquer aussi. Après non, c'est plus pour animer. Après, je pense que dès qu'on commence qu'on soit une grosse enseigne ou une start-up, il y a une réelle importance de le faire, mais si on le fait, il faut le faire bien. Des fois, tu veux annoncer des trucs. Comment? Des fois, tu veux juste annoncer des trucs, parler de il y a ça, c'est ça. Regardez, on a mis à jour machin, et tu balances sur Twitter, ce qui est un média génial, et les gens qui sont intéressés le suivent de toute façon. Et donc, le message il est passé, et les gens qui sont intéressés le verront et s'y intéresseront ou s'y intéresseront pas. Tout à fait, il y a ça, et puis aussi ça permet d'avoir, comme je parlais tout à l'heure, d'interroger le client pour améliorer les fonctionnalités. Ça permet de lancer aussi que ce soit des sondages ou des questions, une amélioration sur le design, une amélioration sur une idée qu'on a, et puis voilà, ça demande en un clic, les personnes disent oui ou non de manière un peu impulsive, quoi, et nous, ça va nous donner une idée aussi de ce que... donc ça, c'est intéressant aussi d'utiliser dans ce sens-là. Oui. Alors, si on est un peu plus pragmatique, mettons le domaine, je vais démarrer. Alors, qui je vais voir, comment je fais pour vivre? Comment je fais pour vivre, c'est ça? Alors, qui je vais voir, ça peut être moi, ça peut être un prof qui est après, je ne sais pas dans quoi tu veux démarrer, mais il y a toujours une idée dans lequel, un marché en fait sur lequel tu te situes quand même. Et par rapport à ton marché, ce que tu fais, c'est de lister dans les personnes que tu connais qui seraient pertinentes à aller voir. Ça peut être dans ta famille. Moi, j'étais voir mon cousin qui a créé un site de vente en ligne de matelas. Alors, je ne pensais pas livrer les matelas, je pense pas livrer les matelas en 22 heures. Mais d'un autre côté, lui, il connaît un monde, il connaît pas mal de gens, il connaît notamment Saveur-Bière avec qui il m'a mis en relation et avec qui on devrait aussi intégrer le service sur son site. Donc voilà, ça s'est fait. J'ai listé les personnes de la famille, du réseau des anciens de l'école. J'utilisais le réseau des anciens de l'école pour voir si, en fonction de ton projet, s'il y a des sociétés qui sont en lien avec ton projet. Et c'est lister tout ça. Donc c'est prendre le réseau des anciens, regarder dans ton entourage
et déjà commencer par ça. Parce que tu verras qu'à chaque rencontre que tu fais, tu auras vraiment en moyenne 2 contacts en plus. Et si tu les as pas, tu demandes et les personnes, il va y avoir 2 contacts pertinents que tu pourras avoir. Pertinent le jour J, peut-être dans 3 semaines après 20 rencontres en plus, ça sera peut-être plus pertinent d'aller voir les personnes. Donc concrètement, c'est le réseau des anciens de l'école plus ton entourage en fonction de ton projet. Et comment je vais vivre? Alors, c'est vrai que tu as différentes possibilités. Moi, je l'ai fait avec un prêt étudiant au départ, qui est assez simple à mettre en place. Et on a lancé Coliweb avec peu de moyens au départ. Après, ce qu'on a voulu, c'est avec ce peu de moyens, c'est mettre en place quelque chose qui fonctionne chez les clients en fait. Ça, c'était notre objectif premier, c'est avec le minimum vital, on ne dépense pas forcément sur de la pub et tout ça parce qu'on n'a pas intérêt, on dépense sur quelque chose de fonctionnel qu'on peut mettre en place chez, notamment à l'époque, c'était la personne qui vend des matériels nautiques et autres, qui a rouvert un outil, c'est un peu compliqué, on va le mettre en place, mais c'est plus long que prévu. Et finalement, ça a permis de le mettre en place chez Méo. Et en fonction de ça, on a pu ensuite avoir des subventions. Donc après, tu as différents moyens de financer ton projet. Tu as soit des investisseurs, du love money, et c'est toujours compliqué parce qu'il faut avoir fait tes premières preuves pour pouvoir valoriser, on va dire, ton projet. Après, tu as des aides à l'innovation, c'est-à-dire quand tu rentres dans les incubateurs, ils t'ouvrent des portes vers pas mal d'aides aussi à la création. Alors si tu es dans l'innovation, tu peux avoir des aides de financement sur tes projets de R&D, sur tes études de faisabilité technique. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être financées par la région. Tu as la CCI à Lille qui apporte aussi du réseau et des moyens de financement. Il y a la BPI, qui est anciennement OSEO. C'est la banque de l'innovation et qui permet justement d'avoir à la fois des subventions et des liés à l'innovation. Et ensuite, tu vas avoir des acteurs comme nous, on a été récemment lauréat du réseau LMI. Ça te permet, en plus du réseau, d'avoir un prêt d'honneur. Prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro que tu rembourses aussi. Enfin, si tu as vraiment des difficultés, que ton projet se casse la gueule et que à côté de ça, tu es vraiment dans une galère pour rembourser, il est quand même couvert par Oseo, enfin maintenant la BPI. Donc c'est finalement des aides, donc ça tu le rembourses en décalé aussi après un an de création. Tu as le réseau Entreprendre qui fait le même style d'aide, donc de prêt d'honneur. Ça permet au départ de mettre un peu d'argent, il ne faut juste pas le gaspiller trop vite. Et c'est pour ça que plus tôt tu vas sur quelque chose qui fonctionne avec des premiers clients, plus tôt tu arriveras à valoriser quelque chose auprès d'investisseurs ou auprès d'une banque même, pour pouvoir ensuite avoir d'autres moyens de financement. Tu as rencontré le réseau Entrepreneur Nord là? Alors Nord Entreprendre, on les a rencontrés, là actuellement on est lauréat avec le réseau LMI qui est en parallèle du réseau Entreprendre. C'est une formule qui est à peu près similaire et enfin, voilà, avec un réseau qui est différent, mais les réseaux Nord Entreprendre, on est en discussion, on n'est pas lauréat chez eux, mais c'est intéressant de les rencontrer même si on a, même au départ de son projet, parce qu'ils vont apporter toujours, c'est des personnes qu'il faut voir, quoi. Des personnes des incubateurs, des personnes de ces réseaux-là, ils vont challenger ton projet parce qu'ils en voient tous les jours une dizaine, et donc ils connaissent les bonnes questions qu'il faut poser pour pouvoir avancer. Tu aurais des conseils, parce que nous là on va entreprendre avec le projet là. Ouais, on est gagné dans le jardin, d'accord. Et tu aurais des conseils là-dessus Le premier conseil, c'est d'être le plus simple possible, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous casser. Si vous font des critiques de toute façon les critiques, il faut toujours les prendre. C'est-à-dire que moi, si je sors d'une rencontre où j'ai pas été taclé une fois, je me dis la rencontre a été intéressante, mais c'est beaucoup plus pertinent de revenir avec le moral un peu à zéro et de repartir de zéro. Donc ça, en fait, en fonction, il faut juste expliquer un peu l'histoire. Le conseil, c'est expliquer d'une manière simple l'histoire du projet, comment c'est créé, l'équipe et les perspectives, quoi. Et à partir de là, ils envoient pas mal de projets, donc ils vont questionner, et le feeling sera bon, ou alors c'est pas forcément le moment. Nous, on les a rencontrés un peu tôt, donc c'était pas encore le moment pour faire la démarche pour nous entreprendre. Ils nous l'ont fait comprendre, mais au moins on savait pertinemment où ça allait pas.
Et on se dit, bah voilà, on sait que ça nous donne en fait des objectifs stratégiques à atteindre. Donc, voilà. Le seul conseil, c'est d'être simple et d'expliquer vraiment de qui on est, c'est quoi l'équipe et c'est quoi les perspectives. En ayant gagné le Startup Weekend, ça aide. Est-ce que tu penses que le nombre, peut-être les 8, potentiellement 8 en plus à continuer Ça dépend de l'organisation en interne. 8 associés à part égale, j'ai envie de te dire oui. Ça va vraiment dépendre de la hiérarchie. C'est vrai qu'à 8, vous n'allez pas faire les rendez-vous à 8 à chaque fois. Vous n'allez pas. 8, ça fait une belle équipe. Après, il y a toujours un noyau dur de 2 à 4 personnes qui prennent quand même le lead sur un projet, quoi. Il n'y a pas 8 d'un coup, j'ai encore jamais vu. Après, ça existe sûrement, mais après, chaque histoire est un peu différente, mais ça va vraiment dépendre de comment vous vous organisez. Et l'important, c'est que tout le monde, ça soit transparent pour tout le monde au final. Oui. Statut de la société, on est créé en SAS. SAS, pourquoi? Parce que c'est super simple, super flexible quand on veut faire rentrer des nouveaux associés. Même si on s'associe avec quelqu'un, ça permet aussi de fixer. Ensuite, il y a un pacte d'actionnaires à faire avec cet associé. Mais on peut tout mettre, c'est assez flexible en fait dans la rédaction justement des statuts. Après, c'est tellement flexible qu'il faut aussi se faire accompagner. Et ça, je pense que s'il y a une chose à dépenser au départ pour un projet où on veut se donner les moyens, c'est pas partir sur un copier-coller de statuts qui existent, mais vraiment de se faire quand même accompagner au niveau juridique. Surtout dans le cas où on est 8, comme toi, où c'est super important quand même d'y mettre, même si c'est un investissement aussi, hein, mais c'est un investissement qui permet de faire durer le projet, tant mieux. Parce que dans les 75% d'échecs, la majorité c'est le problème d'équipe aussi. Et bon, après un problème d'équipe, ça peut aussi permettre de faire, qu'il y ait un passage dur et douloureux qui se passe, et après de faire un effet levier aussi sur le projet. Donc, voilà. Après, chaque histoire est un peu différente aussi. Ouais. Quelqu'un, un nom pour se faire aider là, le juridique dans les réseaux justement de la CCI qui apporte pas mal de conseils des personnes justement dans l'aspect juridique. Ouais. Et si vous rentrez dans un incubateur, on a, ils ont des personnes qui encadrent aussi les formations juridiques. Après, en particulier sur une personne, après nous on se fait accompagner par un ancien prof de l'école centrale de Lille. Après, je ne sais pas si vous avez des profs aussi dans le domaine juridique ici qui pourraient peut-être vous apporter aussi des conseils. Toujours pareil, voir dans le réseau des anciens, voir les proches. Voilà. N'hésitez pas bon là je vais rester un peu après pour ceux qui ont plus de questions, ça se termine, c'est simple. Ouais. Et puis si vous voulez passer à Aura Technologie, voir, ça sera avec plaisir pour vous faire visiter et puis pour vous montrer un peu les lieux pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, pour toute autre question ou rencontre, pour parler d'un projet ou voilà, se voir autour d'une mousse, c'est toujours plus sympa. Mais voilà, etc. Et puis je conseille vraiment, je remets les 2 conférences si vous n'avez pas noté, parce que c'est vraiment, ça booste quand on veut créer, même pour la culture G, c'est vraiment super. Et je conseille le livre, moi j'ai lu 2 livres qui m'ont bien boosté, enfin 3. Il y avait la semaine des 4 heures, ça j'étais en Malaisie, mais elle est pas mal, du moins là, c'est caricaturé, mais au moins ça pousse vraiment à l'entrepreneuriat. La semaine des 4 heures, il y a le Lean Startup qui devrait intéresser pas mal d'entre vous, surtout pour tous ceux qui ont un profil de développeur justement, un profil plus technique. Et Business Model Génération, qui a plus une méthodologie pour modéliser son business model, qui est super intuitive et qui permet que ce soit
qu'on soit brillant en commercial ou marketing ou qu'on soit techos, on peut le modéliser, c'est avec des post-it, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Voilà. Et faire le Startup Weekend pour se lancer dans une dynamique. Moi, ça m'a vraiment aidé. Sur le lancement, j'avais pas pitché, enfin j'avais pitché Colliweb, mais c'était pas retenu. Parce que, au départ, je pensais pas le pitcher, et puis ça m'a vraiment aidé dans les relations qu'on a avec Benjamin, avec d'autres. Et non, c'est vraiment un bel écosystème ici. J'espère que c'était quand même intéressant, que vous avez retenu quelques petits trucs. Et puis surtout, n'hésitez pas après. Je sais pas s'il y a encore des questions ou autres. Tu penseras après. Ok. Donc pour la semaine prochaine, ça sera un autre entrepreneur qui viendra. Ça sera plus orienté création de start-up. Donc ça sera 12 astuces pour bien créer sa start-up. Donc c'est un autre profil, c'est quelqu'un avec d'autres choses à apporter. Je vous conseille de venir.